Hello, c'est Frida et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je ne suis pas musicologue mais j'adore parler de musique et comme l'a si bien dit Erta Kitt, j'apprends tout le temps et la tombe sera mon diplôme donc soyez indulgents. En écoutant la version Deluxe de Jaguar 2 de Victoria Monet, il y a plusieurs questions qui m'ont traversé l'esprit. C'est est-ce que les versions Deluxe sont vraiment utiles ? Pourquoi le grand public semble-t-il moins enthousiaste à l'idée d'acheter ou d'écouter ces versions-là ? Et comment on en est aussi arrivé à ce que une version de luxe ne soit plus un événement ? Alors pour commencer, je me suis posé une question que je m'étais jamais posée auparavant. Comment les versions de luxe sont apparues ? Oui, parce que moi j'ai vécu mon enfance dans l'âge d'or des éditions de luxe, les années 2000 à 2010. Donc pour moi, ça a toujours existé. Et avant que certains commencent à me juger, je suis sûre, si vous allez voir un enfant de moins de 10 ans et que vous lui dites qu'en 2006, si vous vouliez écouter un nouvel album, il fallait soit vous le procurer de façon pas très légale, soit il fallait aller en magasin comme la Fnac, et il y avait même la possibilité d'écouter un extrait de l'album avant de l'acheter. Mais ouais, parce que pour lui, ça va lui sembler bizarre, parce que s'il veut écouter de la musique, tout ce qu'il a à faire, c'est aller sur Spotify, YouTube, ou je sais pas quelle plateforme de streaming. Donc oui, pour moi, de façon inconsciente, les éditions de luxe, elles ont toujours existé. Bref, on va en venir au sujet. En 1948, Combias Records introduit une nouvelle façon de graver les vinyles qui permet d'avoir un disque qui dure 23 minutes au lieu de 3 minutes, ce qui donne naissance aux albums. Dans les années 60, le concept d'album va évoluer avec les EP, même si ce n'est pas un concept nouveau. Les extended play vont être pleinement exploités par RCA. Ils décident de les présenter comme un contenu exclusif d'artistes ou alors un album informel. Les maisons de disques voyant leurs chiffres augmenter grâce à ce concept, ils décident de commencer à vraiment l'exploiter à mort et même à essayer de trouver une nouvelle façon de vendre plus. Il faut attendre alors les années 80 pour voir l'apparition des versions de luxe qui sont en réalité des rééditions avec un contenu additionnel tel qu'une chanson bonus ou une version longue d'un single. Cependant, le concept a pris son essor dans les années 90 et vraiment commence à vraiment s'installer dans les années 2000 lors de l'avènement des CD et un peu plus tard les DVD qui vont permettre de stocker davantage de contenu comme des interviews, des concerts, des behind the scenes, des albums comme The Beatles Anthology ou OK Computer de Radiohead. Ils figurent vraiment parmi les rééditions de luxe les plus convoitées et c'est ça qui a vraiment popularisé le format et l'a rendu vraiment incontournable. Des années 2000 jusqu'à environ 2017, les albums de luxe sont devenus un véritable marqueur de réussite pour les artistes. Leur présence indiquait que l'album initial avait rencontré un certain succès, mais aussi qu'il y avait encore une certaine marge d'exploitation pour l'album, parce qu'auparavant un album pouvait continuer à générer des ventes pendant 2-3 ans, et à la sortie d'une version de luxe, c'était souvent seulement 1 an après la sortie de l'album initial ou en plein cœur d'une tournée parce que ça permet de capitaliser sur l'engouement médiatique et de prolonger la visibilité de l'album. Ces éditions de luxe n'étaient pas qu'un simple moyen d'augmenter les chiffres de vente, elles offrent aussi également aux artistes une occasion d'enrichir leur univers. Par exemple, Nicki Minaj avec des projets comme Pink Friday Roman Railroad et The Re-Up.
Ça lui a permis de développer musicalement et visuellement le personnage de Roman avant de l'exorciser lors de sa fameuse performance au Grammy de 2012. Lady Gaga a également utilisé cette stratégie avec brio, notamment avec The Fame et The Fame Monster, ce qui lui a permis d'étendre un projet initialement très court en ajoutant des titres supplémentaires. Du coup, on a l'impression que c'est enfin un album complet. De même, Beyoncé a profité de sa version platinum I Am Sasha Fierce pour aborder des thèmes plus personnels et vulnérables comme sa relation avec Jay-Z, mais aussi avec le grand public, avec des titres comme Why Don't You Love Me, offrant ainsi une introspection qui résonne profondément avec ses fans. Ou encore Lana Del Rey qui réalise une sorte de court-métrage pour accompagner la version deluxe de Born to Die, Paradise. Ainsi, les albums ont joué un rôle essentiel dans la dynamique musicale de l'époque, permettant aux artistes non seulement de maximiser leurs succès commerciaux, mais aussi d'enrichir leur récit ainsi que de renforcer leur connexion avec le public. Mais malheureusement, depuis 2019, la formule commence à s'essouffler. En 2019, les artistes commencent à s'ouvrir au public concernant les traitements parfois infâmes des maisons de disques et les contrats très problématiques qui les lient à ces institutions. Par exemple, les 360 deals obligent les artistes à partager une partie importante de leurs revenus, que ce soit pour les concerts, le merchandising ou même les ventes de musique, ce qui laisse peu de place à leurs propres bénéfices et ils ne peuvent pas prendre énormément de décisions eux-mêmes. De plus, le manque de transparence sur les prêts accordés par les maisons de disques, ça soulève quelques questions de comment les artistes sont censés rembourser ces prêts. Ce climat de méfiance, ça incite de nombreux musiciens à remettre en question leur relation avec l'industrie musicale et aussi beaucoup ont essayé par la suite d'être indépendants, mais c'est pas très facile. Et ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo parce que là, c'est un peu trop lourd pour cette vidéo. Parallèlement, la durée d'exploitation d'un album devient de plus en plus courte, un phénomène qui a été vraiment intensifié par le Covid en 2020. Cette crise mondiale a bouleversé notre façon de consommer la musique avec une économie chancelante et le public montre moins d'intérêt pour l'achat de contenu additionnel ou d'éditions de luxe en ce qui concerne la musique, vu que les salaires diminuent. Le divertissement, c'est un peu plus compliqué de se le procurer. De plus, l'émergence des plateformes comme TikTok valorise une consommation très rapide et souvent superficielle des produits musicaux. Ça témoigne ainsi du summum du capitalisme, où le goût est souvent dicté par des tendances éphémères, malheureusement. Dans ce contexte, le contenu de luxe a évolué pour devenir une simple collection de remix ou des versions étendues de certaines chansons vendues sous l'étiquette de version de luxe. Par exemple, des artistes présentent parfois des compilations de morceaux qui, au lieu d'apporter une réelle valeur ajoutée, semblent davantage être des tentatives un peu désespérées de garder l'album dans les charts. Et ça soulève quelques interrogations sur l'avenir de la créativité artistique dans un monde où le profit prime souvent sur l'authenticité. J'en suis arrivée à me demander si on n'était pas en train d'assister à la fin du contenu de luxe, à son épuisement. Mais comme je suis quelqu'un d'assez optimiste,
je me suis dit que c'était peut-être une occasion pour valoriser d'autres contenus et de le vendre sous version de luxe. Par exemple, en mettant en avant les versions live et acoustiques, comme Ariana Grande l'a fait avec Eternal Sunshine. Il y a des versions acoustiques de certaines chansons qui ont été ajoutées et du coup ça donne une autre dimension à l'album et ça donne aussi ce petit côté intimiste, mais aussi ça permet de voir une autre interprétation de la chanson. Après, un autre exemple de ce qu'on pourrait faire, ça peut être vraiment une occasion de camoufler les problèmes de label. Et le meilleur exemple que j'ai là sous la main, c'est Jaguar 2 de Victoria Monet. Parce que initialement, ça devait être une trilogie d'épis Jaguar. Mais comme le projet a eu quelques retards, Jaguar 2, ça s'est transformé en album, alors que ça devait être un épi comme Jaguar 1. Et après, elle a sorti la version Deluxe pour finir. Mais ça se voit que Jaguar Deluxe, ça devait être un projet à part, entre guillemets. Et ouais, du coup, ça soulève vraiment des questions de gestion. En fait, on revient au même problème, les labels. Cependant, il existe des alternatives, comme la publication de la première version d'un album, celle qui a été créée avant l'approbation du label ou avant qu'il subisse des changements. Par exemple, Cowboy Carter de Beyoncé, la première version qui devait sortir avant Renaissance a été marketée comme une exclusivité, tandis que la version officielle a d'abord été disponible sur les plateformes de streaming avant d'être commercialisée en version physique. Cela montre à quel point le processus de création est souvent compromis par les décisions commerciales. Je pense que le contenu de luxe ne disparaîtra pas complètement, mais il est essentiel de revoir la façon de consommer la musique. C'est la base pour que ça fonctionne. Et aussi, il est crucial que les labels ne soient pas trop avares et qu'ils rémunèrent correctement leur personnel et les artistes, bien que c'est quand même un défi dans l'économie actuelle. Mais j'ai de l'espoir pour l'avenir. Pour moi, la créativité et l'authenticité doivent primer. Et peut-être que les artistes, avec le soutien du public, parce que ça peut pas se faire sans le public, les aideront du coup à ce que leur voix soit entendue. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis sur le sujet. Et aussi à vous abonner et éventuellement donner vos idées de comment on pourrait donner un nouveau souffle au format de luxe. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder les anciennes et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Oh! That is what I want to say!